Désolé. Mariam, on est bon? Mais bon, Ok. Ouais, vraiment désolé à tout le monde, mais il fallait vraiment que je le fasse. Sinon, on allait être dérangé tout au long du talk. Mariam, tu nous as présenté ton parcours, tout le monde l'a entendu. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé au départ. Et il y a vraiment voilà, tu arrives à Advance Côte d'Ivoire avec la volonté claire de vouloir exprimer la manager qui est en toi et les signaux sont plutôt alignés. Et ça, tu me l'as un petit peu expliqué lorsqu'on a préparé le talk et j'aimerais bien que tu le redises, où tu as eu des moments où évidemment tu t'es confronté à des postures managériales ou à des décisions managériales, mais pour autant, ça n'a pas toujours été facile à exprimer. Et tout d'un coup, tu arrives à Advance Côte d'Ivoire et tu as l'impression que tout est là pour que tu puisses exprimer tout ce potentiel de manager que tu as. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça rapidement et le partager à notre audience? oui, tout à fait. Écoute, je pense que quand j'ai commencé ma carrière et notamment quand je suis arrivée en entreprise, je pense que voilà, j'ai été confrontée. Voilà, enfin, j'ai mis à disposition, je dirais, de l'entreprise de l'expertise technique, bien évidemment, hein, qui a grandi en plus, qui a grandi avec le temps. Mais c'est vrai que la dimension relationnelle, la dimension humaine est vraiment très importante. Et on se rend compte que dans nos environnements, parfois, la relation humaine se construit parfois enfin, à quelques biais, notamment celui de l'âge, celui du genre aussi, qui biaise en fait, qui biaise les relations humaines et qui les rend finalement très compliquées. Donc, je me rappelle quand je suis arrivée effectivement à la PISAM, hein, c'était une entreprise familiale, donc voilà, et c'est vrai que j'étais assez jeune. C'était dirigé par mon oncle à l'époque et qui était plutôt lui, voilà, une personne âgée, Ouais. et c'est vrai qu'à chaque fois les gens voilà, étaient un peu hésitants. Elle est trop jeune. Est-ce qu'on va lui parler? Est-ce qu'on va l'écouter? Et donc voilà. Donc ça, c'était toujours un petit peu, je dirais, un peu frustrant. Ensuite, pareil, dans les relations, même avec des dirigeants, il y a toujours le droit d'aînesse, hein, qui est très fort ici dans notre culture et qui empêche finalement d'exprimer, de faire ce qu'on veut, voilà. Donc ça, c'était voilà. Je dirais que ça, c'était peut-être un petit peu un obstacle. Et puis, mais bon, ça m'empêchait pas d'avoir toujours voilà, l'envie en tout cas d'apporter plus, de donner plus. Et puis aujourd'hui, donc effectivement, quand je suis arrivée chez Advance Côte d'Ivoire, tout à coup, je dirais que ça s'est un petit peu renversé puisque tout à coup j'étais la plus vieille, hein, voilà, de l'entreprise. J'ai une moyenne d'âge d'environ 30-33 ans. Donc déjà, bon, c'est vrai que le biais était plutôt en ma faveur cette fois-ci, même si le biais, je pense, n'a pas disparu, il n'a pas disparu, mais il était plutôt en ma faveur. Donc ça a facilité les choses. J'avais l'expérience, donc ça, je pense, assis un petit peu ma légitimité, et ça m'a permis peut-être aussi d'établir mes relations et voilà, une autorité peut-être un peu plus naturelle ensuite pour conduire le projet. Voilà. Et alors, si on prend cette hypothèse-là, qu'il y a des biais, et on les trouve partout dans le monde en réalité, hein, que ce soit culturel, justement, d'expérience, après chacun les met là où il le souhaite, mais ils existent, ça c'est sûr. Aujourd'hui, toi, comment tu essayes de lever cela au sein de ton organisation, de manière à ce que tout le monde puisse exprimer son potentiel, que tout le monde s'exprime? Pour que une organisation, elle est souvent, alors voilà, premier asset de l'organisation, le people. Encore faut-il savoir les connaître, l'ensemble de ses collaborateurs, les potentiels, les marges de progression, les leviers de motivation. Et pour cela, il faut certes, on peut aller détecter, il y a des outils, mais il faut aussi que l'individu lui-même ait envie d'exprimer et la place d'exprimer et les moyens d'exprimer ce qu'il est, ce qu'il veut, comment il veut le faire, comment il veut progresser. Est-ce que toi, quelle organisation tu as trouvé, si je puis dire, et qu'est-ce que tu mets en place pour que justement ces conditions de l'expression de chacun et de ces désirs d'engagement dans l'organisation soient entendus? C'est vrai que c'est un point important que tu soulignes. Je pense que moi, je suis arrivée dans une organisation, par exemple, chez Advance Côte d'Ivoire, où c'était une organisation qui était jeune et où finalement la carrière, enfin, les gens se sont laissés, je dirais, un peu emmenés dans leur carrière. On leur a dit, voilà, d'abord tu vas faire ça, après tu vas faire ça, après tu as la possibilité de faire ça.
On était arrivé, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte vraiment finalement de ce besoin plutôt de renverser un petit peu je dirais la responsabilité du choix finalement de la carrière et de la remettre un petit peu sur l'individu en disant ok, c'est vrai que on peut pas tout faire, mais au moins si jamais tu avais 3 choix, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je pense que c'est vraiment très important. On peut toujours on peut faire des propositions. Mais c'est pas tout. Alors, on peut identifier, je dirais, identifier certains talents, Ouais. mais c'est toujours, c'est vraiment nécessaire d'entendre aussi la voix du collaborateur. Donc, par exemple, quand il y avait notamment la méthodologie de promotion interne. Hein, c'était vraiment quelque chose où, assez naturellement, vous êtes directeur d'agence, après vous êtes directeur d'agence, vous passez responsable régional, ça dépendait de l'ancienneté, c'était décidé, je dirais, un peu par les dirigeants, et puis à la fin de l'année, on t'annonce, voilà, toi, tu vas passer à tel endroit. Et donc, on a décidé un petit peu de concert avec toute l'équipe de changer un peu ce système-là et de dire, non, on va écouter tout le monde et on va donner la possibilité à tout le monde de dire, moi, je suis adjoint directeur d'agence, je suis même peut-être assistante commerciale, superviseur assistante commerciale, et j'ai Ouais. envie de devenir directeur d'agence. Donc, je lève la main et je pose une candidature et je viens défendre en fait ma candidature et pourquoi je pense que je suis la meilleure personne pour ce poste. Donc, du coup, ça nous permettait d'avoir un petit peu deux visions. La vision finalement top-down, enfin du management qui dit, voilà, c'est la meilleure personne, mais aussi ça nous permettait d'entendre un certain nombre de personnes qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer, qui n'osaient pas s'exprimer. Et eux, ça leur permettait aussi d'asseoir un petit peu leur point de vue. Leur point de vue, la vision qu'ils avaient de leur carrière, c'est l'occasion pour eux de s'exprimer. Donc voilà, c'est un petit peu ces petites choses-là qu'on a faites pour écouter un peu plus les collaborateurs et les amener à être, je dirais, un peu plus, à moins subir leur carrière. Voilà. Oui, le mot subir, c'est vraiment un mot important. Euh, Au fond, ce que tu décris là, c'est aussi, bon, c'est de la culture. C'est de la culture et donc c'est cette culture d'exprimer, cette culture d'écouter, cette culture de prendre la parole. Donc très bien. Mais derrière, il y a évidemment, c'est un des enjeux, j'imagine, c'est qu'on puisse processer ça, c'est qu'il se passe quelque chose vraiment derrière. Et donc là, tu vois, on met les deux pieds dedans. C'est qui traite ça. En faisant ça, tu as amené la fonction RH, notamment de ton organisation, j'imagine, à faire des choses qu'elle ne faisait peut-être pas auparavant, donc à devoir acquérir des compétences peut-être nouvelles. Donc d'emblée, il y a de la transformation qui se met en place. Comment est-ce que toi, ta fonction RH, voilà, tu as fait adopter ça? Est-ce que tu as dû recruter de nouvelles personnes? Est-ce que tu as dû former? Est-ce que tu as dû accompagner vraiment au quotidien? Voilà, comment tu as accompagné cette transformation que tu décris? Non, en fait, on n'a pas, dans un premier temps, il n'y a pas eu de changement révolutionnaire. On a juste, je dirais, adapté les outils qu'on avait. On avait notamment un outil d'évaluation qui permettait chaque année de faire des évaluations où le collaborateur s'évaluait. Et il y avait une partie qu'on n'utilisait pas, un module dans ce SIRH, en fait, hein, Mhm. qui permettait aux collaborateurs d'exprimer en fait ses souhaits. Un autre module aussi qui lui permettait d'exprimer son avis sur ses relations avec son manager. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est un autre point qui est pas vraiment évident chez nous. Et donc vraiment, les RH, ils partent chaque année en campagne un petit peu de préparation de ces évaluations pour former les gens à remplir ce questionnaire. Et en fait, et donc ils ont essayé vraiment de sensibiliser les collaborateurs pour le remplissage, je dirais, de ces parties auxquelles le collaborateur ne faisait pas attention avant. C'est évolution souhaitée à court terme, évolution souhaitée en gros à moyen terme et mon avis sur ma relation avec mon manager, qu'est-ce que je peux améliorer, les points forts, les points faibles. Et donc ça, c'était des éléments qui étaient essentiels pour nous justement pour entre guillemets entendre le collaborateur, même si déjà on était juste par écrit. Donc voilà, donc on a essayé de mieux utiliser l'outil qu'on avait déjà, hein, qui était un outil SIRH, je dirais, classique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lors des recrutements,
notamment les recrutements internes, ben, on a lancé de vrais appels à candidature en interne. Donc là, ça aussi, c'était juste le même outil d'appel à candidature qu'on utilisait, je dirais, voilà, en externe. On l'a étendu, et y compris au poste de management. Donc avant, on faisait des appels à candidature peut-être pour de la mobilité transversale, des choses comme ça. Mais là, on l'a inclus, y compris pour des postes de management. Et ça a vraiment été très apprécié en fait des collaborateurs, parce que ça a vraiment montré qu'il y avait une transparence dans le système de décision. Déjà, donc ça a montré qu'on était à l'écoute, qu'on donnait aux gens l'occasion de s'exprimer, et qu'il y avait beaucoup plus de transparence dans le process de promotion. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant qu'on utilise aussi l'outil SIRH, et on voit vraiment que les gens, de plus en plus, systématiquement, ils vont remplir « voilà mon évolution souhaitée à court terme, voilà mon évolution souhaitée à moyen terme ». Et on oblige ensuite le manager à en discuter avec le collaborateur durant la période d'évaluation. Donc ça, c'est des outils, voilà, qui existaient déjà, mais qu'on a juste, voilà, qu'on utilise maintenant à plein, quoi. Voilà. Très clair, très clair. Et donc, si vraiment je synthétise, en termes pour rendre la décision efficace, c'est du push et du pull. Donc, tu pulls avec, en ouvrant, ce que tu disais, cette stratégie d'ouvrir des postes en interne de manière plus active et en mobilité interne vers le management. Et le push, c'est d'amener les gens à exprimer leurs besoins. Mais tu exprimes ce que tu dis si tu vois évidemment une possibilité que ce soit entendu et que ce soit couronné d'un effet en termes de recrutement, enfin de mobilité ascendante interne. Donc, c'est vraiment ces 2 aspects-là qui font que a priori, voilà, ça se nourrit. Mais c'est vrai que pour une fonction RH, il faut le dire, c'est un, enfin, je vais pas dire un casse-tête, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué à gérer parce qu'on a plus une seule vision. Il n'y a plus la vision des RH qui évalue la compétence du collaborateur et se demande est-ce que le collaborateur peut passer au poste d'après, ou est-ce que le collaborateur peut faire ça. Il faut maintenant ajouter les motivations et je dirais, individuelles de chacun. Et donc, oui, et donc forcément, c'est compliqué. Alors, au début, les RH vont dire, ah, mais on est un peu dans un supermarché, là, tout le monde se lève, dit je veux ça, je veux ci, je veux ça. D'autant qu'en plus, quand la personne dit je veux ça et que vous ne pouvez pas lui donner, il faut revenir vers lui pour lui dire pourquoi vous n'avez pas pu répondre à ses attentes. Donc mais c'est indispensable. En fait, ça prend énormément de temps. Alors, c'est vrai que nous, on a quelques outils. Je suis sûre qu'il va y avoir maintenant des choses qui vont se développer pour faciliter cette relation individuelle aussi qu'on doit avoir pour gérer les attentes des collaborateurs. Mais voilà, mais c'est vraiment nécessaire. Mais c'est un vrai casse-tête pour la fonction RH, ça, il n'y a rien à dire. Au moins c'est clair, tu le reconnais. En tout cas, c'est passionnant. Ce dont tu parles, alors je voulais en parler un peu plus tard, mais ce dont tu parles au fond, c'est aussi un élément du marketing interne, du marketing RH. À la fois de dire à quelqu'un il y a des possibilités de mobilité, de promotion, et de dire à la même personne, par contre, il faut que tu dises ce que toi tu veux vraiment, et il y en a d'autres qui le diront aussi. Et donc, c'est vraiment se créer cette attraction et du coup aussi cette exigence à ce que les personnes deviennent meilleures. Et donc, est-ce que cette idée de marketing interne, tu la conçois, elle est bien conscientisée chez vous? Communication interne, on en avait un petit peu parlé. Tu réalises, je crois, mois après mois que c'est quelque chose d'extrêmement exigeant et en même temps de complètement incontournable. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce marketing, cette communication et justement cette fonction RH? Alors, le marketing, c'est vrai que souvent, on se dit, voilà, c'est un terme un peu négatif, c'est artificiel, derrière marketing, il y a peut-être un peu de mensonge, etc. Mais non, en fait, je pense que ce qui est important, c'est vraiment, quand on est dirigeant, on porte un projet et on a besoin que les collaborateurs adhèrent à ce projet. Donc, c'est vrai que bon, alors c'est compliqué, mais voilà, ça se fait, il y a différentes méthodologies, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'à chaque moment, quand on présente en gros le projet de l'entreprise, il faut en même temps que le collaborateur s'inscrive aussi de façon individuelle dans ce projet. Et donc, à tout moment, il faut arriver à refléter en fait le projet
par rapport au projet individuel du collaborateur. Quand vous allez, quand moi je vais présenter en gros les orientations stratégiques de l'entreprise, je sais qu'à tout moment, je vais dire, ben voilà, l'année prochaine, on va changer de logiciel, et tout de suite, j'essaie de rendre cela concret pour une certaine fonction, parce que la personne va m'écouter tout de suite en disant, mais qu'est-ce que ça implique pour moi? Et donc, c'est vraiment très important d'arriver à mettre ça en lumière. Donc oui, c'est vrai, on va, donc quand on dit marketing interne, c'est aussi savoir vendre aux collaborateurs ce que le projet de l'entreprise va avoir de positif, je dirais, pour eux. Donc oui, c'est du marketing, parce qu'il faut savoir présenter et il faut savoir. Alors oui, on adhère tous à un projet collectif, mais voilà, après tout le monde, on a une carrière individuelle, on a des attentes individuelles, on a des motivations individuelles. Il faut qu'on arrive à faire matcher les deux. Donc il y a de la communication, il y a effectivement, quand on dit, il est important aussi de faire apparaître aux collaborateurs qu'on fait des choses pour eux, qui sont au cœur de nos préoccupations. Donc, dès qu'on va faire une action qui va aller, je dirais, qui est à leur endroit, il faut communiquer sur cette action pour les rassurer, pour leur montrer que, voilà, on avait parlé de quelque chose l'année dernière, tiens, on l'a fait, et il faut le dire qu'on l'a fait. Bon, voilà. Donc, tu le fais pas seul, ça, Mariam. Tu le fais pas seul. En arrivant à Advance, est-ce que une de tes premières actions, c'était justement ton pool de managers? Je crois qu'ils sont une quarantaine ou une cinquantaine. Voilà. Comment tu as fait pour que justement parce qu'il y en a qui savent faire, il y en a qui savent pas faire, il y en a qui aiment faire, il y en a qui aiment pas faire. On parle de communication, de techniques de communication, on parle de transmission, on parle. En fait, ce sont des compétences à la fois soft et hard. Hein. Il y a de la technique, il y a aussi de l'appétence, il y a de la personnalité. Tel que tu le décris, c'est vraiment c'est une dimension ultra stratégique. L'adhésion de tous au projet d'entreprise. Si je prends une décision, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que je ferai différemment ou à un autre moment. Comment tu as embarqué justement ton groupe de managers il y a combien de temps? Rappelle-nous quand est-ce que tu es arrivé? Un peu moins de 3 ans. Un peu moins de 3 ans. Donc, tu as le recul maintenant, j'imagine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En tant que dirigeante, tu arrives, tu as ces idées relativement précises sur le fait de devoir embarquer tout un staff. Je rappelle à tout le monde que Mariam, tu manages 650 personnes. Et donc, évidemment, cette couche de 40 ou 50 personnes, elle est ultra, ultra importante pour toi. Voilà. Comment tu les as embarqués dans ton projet? Souvent, quand j'étais dans le métier de l'investisseur, on investissait dans les PME, et on disait quelque chose toujours, je me rappelle quand on travaillait sur les thèses d'investissement, mais c'était que le dirigeant de la PME, alors quand on dit PME, ça peut être, voilà, c'est une grosse société, ça peut être 100 personnes comme honnêtement 600 personnes, hein, et on disait le dirigeant de la PME est seul. Parce que le dirigeant de la PME n'a pas une armée de directeurs qui vont pouvoir lui donner tous les éléments de pilotage, qui vont pouvoir prendre un certain nombre de décisions à sa place, etc. Donc, le dirigeant de la PME, il est tout seul. Moi, en fait, c'est vrai que mais je pense qu'on peut changer. Ça peut changer. Et surtout, si ce n'est vrai que le dirigeant de la PME décide seul, ça c'est certain, par rapport à une multinationale où très souvent, voilà, il y a plein de décisions que déjà vous ne pouvez pas prendre parce que c'est le conseil d'administration qui les prend, parce que voilà, puis vous avez un tel scope d'activité que vous ne pouvez pas décider de tout. Donc, s'il est vrai que le dirigeant de la PME décide seul, en revanche, il peut en tout cas s'appuyer sur une équipe qui va l'aider à prendre ses décisions. Et ça, moi, j'en suis persuadée. Et donc, pour construire en gros cette équipe, je dirais, de managers N-1 et ensuite que ces managers N-1 s'appuient sur des managers N-2, eh bien, il faut arriver à les amener à comprendre les enjeux. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de… Comment dire, il n'y a pas de problématiques qui ne peuvent être comprises que par le dirigeant. Ça n'existe pas. Moi, voilà, même quand on vient parler d'augmenter, est-ce qu'on doit augmenter les salaires cette année ou pas, c'est pas quelque chose que moi je décide toute seule derrière mon écran. Moi, je pense que même les gens
sont concernés eux-mêmes par les augmentations de salaire peuvent avoir une décision objective ou pas. Je peux très bien, même un directeur qui, lui, a envie d'être augmenté, a envie d'avoir 20% d'augmentation, je peux très bien lui amener, en lui disant, lui amener un enjeu en lui disant, écoute, cette année, on ne peut pas faire plus de 3% d'augmentation de salaire, donc comment on fait et comment on fait passer ce message? Lui, il veut 20%. Alors tout de suite, et donc du coup, je pense que beaucoup de gens se disent, ah mais non, donc du coup, on peut pas leur en parler, ils sont pas assez matures, ça va pas passer, etc. Mais moi, je pense que non. Et je pense que expliquer pourquoi on parle de 3% et pas de 20, et ça c'est important. Donc expliquer les enjeux. Donc vraiment, moi, c'est ce que j'essaie de faire en fait depuis 2 ans avec les managers N-1 avec qui je travaille. Et c'est vraiment dire, voilà, voilà les enjeux auxquels moi je suis confrontée. Je ne vous demande pas de décider, c'est moi qui décide, bien évidemment, mais je vous demande de comprendre. Et si vous comprenez, vous pourrez mieux passer le message aux gens, aux managers qui sont au-dessus de vous, parce que c'est vraiment ça. C'est pas, il ne faut pas qu'ils arrivent en réunion en disant « Ah, c'est le DG qui a décidé, nous on ne sait pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la direction qui a décidé. » Moi, je veux qu'ils soient de vrais ambassadeurs. Et pour être de vrais ambassadeurs, il faut qu'ils comprennent les enjeux. Donc, j'ai fait voilà, enfin, on a beaucoup de discussions, beaucoup de jeux de rôle. Il n'y a pas une réunion durant laquelle moi, je ne présente pas la rentabilité de l'institution. Explique-nous le jeu de rôle. Tu me l'as évoqué lorsqu'on s'est parlé. J'ai trouvé ça super intéressant. Essaye vraiment de nous décrire le processus de ton jeu de rôle, parce que ça va, tout ce que tu viens de dire, les gens vont comprendre, tu vois, en pratique, ce que tu décides de faire pour que justement les individus, tu vois, regarde 360 et comprennent que la prise de décision que tu fais et comment elle impacte l'ensemble de l'organisation. Donc, en fait, pour gérer, en gros, pour gérer une entreprise, c'est vrai on doit gérer différentes parties prenantes. Hein. On pilote une performance au bénéfice des actionnaires, on pilote la performance pour investir, on pilote la performance pour mieux rémunérer les salariés, pour inscrire que toutes les parties prenantes soient satisfaites pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Donc, on ne peut pas prendre les enjeux un par un. Et donc, moi, c'était vraiment ce qui était important pour moi de faire comprendre en fait à mes équipes. Et donc, j'ai un comité de direction avec vraiment des gens formidables et qui sont de grands experts, techniciens, enfin, extrêmement engagés, chacun dans leur domaine, etc. Tu as combien de personnes dans ton comité de direction? Ils sont 13. D'accord. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire un petit jeu de rôle où je vais leur dire, voilà, moi, je suis le conseil d'administration, qui est quand même l'autorité suprême, voilà, de l'entreprise. Je suis le conseil d'administration, mais je vais distribuer le rôle. Et donc, voilà, donc le responsable exploitation agricole, je dis, toi, tu es le directeur général, toi, tu es le directeur général adjoint, le directeur informatique, je lui ai dit, toi, tu es la responsable des ressources humaines. Voilà, donc chacun avait son rôle, chacun avait un brief qui correspondait finalement aux différents enjeux auxquels moi j'étais confrontée. Donc le supposé responsable des ressources humaines, il avait un brief dans lequel on lui avait écrit « Ah, mais les délégués du personnel demandent 20% d'augmentation, ils veulent une assurance à 100% tous, etc. etc. » J'avais le directeur commercial qui disait « Mais il faut ouvrir 15 agences, il nous faut des gadgets, un t-shirt pour chaque client, enfin bon, bref. » Et voilà. Et donc, chacun a un peu exprimé ses besoins. Et puis, vous aviez aussi le représentant des actionnaires qui avait écrit, voilà, moi, je veux des dividendes, ça suffit, j'en ai marre, etc., etc. Et voilà. Et donc, je leur ai dit, voilà, vous avez tous les enjeux. Et maintenant, proposez-moi le budget de l'entreprise que vous proposez, que vous allez proposer au conseil d'administration. Et donc, chacun a présenté un peu et puis c'était bien parce qu'en plus chacun y a mis vraiment du sien, ses propres mots, etc. Et donc le directeur général et le directeur général adjoint, donc dans le jeu de rôle, se sont retirés et puis ont mis un petit peu les différentes cases et ensuite sont revenus présenter un budget qui, selon eux, était le budget équilibré et géré indépendamment même du résultat sur le budget, qu'est-ce que ça allait donner. C'était vraiment impressionnant de voir leur capacité justement, voilà, à prendre en compte tous les enjeux et vraiment, et ça s'est très bien passé et je pense qu'ils ont apprécié l'exercice. Et voilà, ils ont été DG et DGA, je dirais, pendant 2 heures, mais c'était surtout voilà, se mettre à ma place. À la fin, c'est moi qui décidais du budget, c'est moi qui l'ai présenté, mais j'avais au moins la certitude que j'avais une équipe derrière moi qui le comprenait et qui était capable aussi de le défendre vis-à-vis voilà, des managers N-2 et du reste de l'entreprise. Excellent, je trouve ça vraiment passionnant.
Je ne sais pas si tu en as fait un workbook ou si tu en as fait une petite méthode à part entière, mais je suis sûr qu'à partager, ça pourrait intéresser plein de dirigeants justement ou de managers de PME. Mais en tout cas, moi, je retiens bien ça et puis je serais très heureux d'en reparler à l'occasion pour vraiment comprendre comment tu as mis ça en place. Mais oui, c'est un team building super opérationnel et super stratégique. Euh, alors, entre ce moment-là, donc prise de conscience sur effectivement ce que ça demande, le processus de prise de décision, en prenant en compte toutes les parties prenantes, les contraintes, les opportunités. Ensuite, ça doit descendre, puisque c'est ça l'enjeu, jusque donc les chefs d'agence et puis leurs collaborateurs. Euh, Toi, tu n'as pas fait l'économie d'y aller. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, il faut que tu as décidé, en tout cas, toi, Mariam, que la connexion avec toi, DG, devait être permanente ou en tout Ouais. cas très fréquente. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est bien ça. Alors ça, je pense que c'est une question de caractère, c'est une question de personnalité. Certains vont dire que voilà, c'est ça le leadership féminin. Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit lié. Je pense que c'est plus vraiment une question de personnalité. Mais pour moi, c'est important. C'est vrai que je personnifie un peu les objectifs de l'entreprise, mais aussi c'est vraiment important pour moi d'être connecté aux collaborateurs. Donc je passe beaucoup de temps sur le terrain. Par exemple, voilà, les orientations stratégiques d'une année, je pourrais très bien faire une réunion Zoom, les gens se connectent, les principaux managers se connectent, je les informe et ensuite, eux, ils se chargent de diffuser le message. Mais non, moi, je choisis et donc, on fait ça à deux avec le directeur général adjoint et d'ailleurs deux autres membres du comité exécutif aussi. On se répartit, mais on va sur le terrain, on va dans chacune des agences, on va dans chacun des services et on présente, on répond aux questions, on répond surtout à comment moi ça va m'impacter, parce qu'ils ont toujours cette question-là. Parfois ils osent la poser, parfois ils osent pas la poser, et parfois même c'est moi qui vais de l'avant en disant voilà, toi qui es caissière aujourd'hui, voilà ce que ça veut dire pour toi, ce que je viens d'expliquer. De manière très pratique, parce que vraiment là, et c'est ça qui est intéressant dans notre discussion, c'est que les gens réalisent que bon, on peut avoir des principes qui nous guident, on peut avoir une vision, on peut être inspiré par des pratiques de leader, etc. Mais à un moment donné, si toi tu décides pas dans ta semaine de 5 jours, et tu peux peut-être nous le dire, combien justement le pourcentage véritablement que tu décides d'avoir par mois ou par trimestre au contact, ces facteurs c'est ultra business, c'est-à-dire que c'est ultra stratégique pour toi. Et en même temps, c'est un levier de reconnaissance extraordinaire, j'imagine, dans notre Oui, environnement. Donc exactement, mais c'est les deux. Donc, il ouais. faut dédier le temps. Il faut prendre le temps. Moi, c'est tout mon mois de janvier, clairement. Donc, je mets de côté les partenaires extérieurs, je mets de côté, voilà, et je fais que ça, en gros, tout le mois de janvier. Donc, je voyage, je fais les tournées, je prends le temps. La dernière fois, j'étais à Corogo et je prends le temps et donc les gens lèvent le doigt, je veux te rencontrer, je veux te parler, je les reçois. Parfois, c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, je les écoute, voilà, j'essaie de faire le lien avec ce que j'ai présenté sur les orientations, etc. Et voilà, donc il y a les deux, il y a passer le message, il y a aussi, comme exactement ce que tu viens de dire, la reconnaissance. Je pense que ça, c'est vraiment important. Voilà, on parle de capital humain, mais il ne faut pas oublier que justement dans ce mot capital, il y a la notion aussi de dire c'est des gens qui nous apportent leur talent, leur savoir-faire, leur savoir-être. Bon, enfin, mais l'entreprise doit leur donner aussi. Et quand l'entreprise ne rend pas que de la rémunération. L'entreprise doit rendre aussi beaucoup de reconnaissance, vraiment l'adhésion à un projet, une mission. Sinon, on est dans la microfinance et je pense que c'est vraiment important qu'à tout moment, on se rappelle aussi de ce qu'on fait, de l'impact qu'on a sur le terrain. Ça, c'est vraiment extrêmement motivateur, extrêmement engageant. Et donc, c'est mon rôle aussi voilà, d'aller rappeler ça. On fait un métier qui est extrêmement difficile. Et donc, voilà, rappeler un peu l'impact qu'on a eu, ce qu'on fait. Même, je dirais, un contrôleur de gestion, hein, un contrôleur de gestion qui sort des tableaux tous les jours. Si vous n'allez pas lui dire exactement, ben voilà, le tableau que tu as sorti là, tu m'as sorti un tableau qui présentait l'évolution voilà, des clients sur les 5 dernières années. Je m'en suis servi pour faire ça. Voilà, si vous n'allez pas lui expliquer ça,
voilà, le métier, voilà, demain, il va aller dans une entreprise en disant, ben, je peux aller faire du contrôle de gestion ailleurs. Alors que là, il fait du contrôle de gestion vraiment pour impacter, pour faire de l'inclusion financière, voilà. Donc, c'est ces discussions-là que je peux avoir avec les équipes servent aussi à ça. Excellent. C'est vraiment, vraiment ultra pratique. C'est vraiment intéressant de t'entendre dire cela. Euh, tu m'as évoqué l'idée que tu étais arrivé dans une start-up et que tu avais mené une transition vers une entreprise qui demandait maintenant de la consolidation. Donc, start-up, très forte croissance, du chiffre, départ de marché. Et puis que là, depuis que tu y étais, enfin, en tout cas dans cette période-là, ça s'est un peu transformé comme on parlait de PME tout à l'heure, hein, en PME qui doit consolider, qui doit pérenniser. Euh, et donc, on parle finalement de rentabilité aussi à ce moment-là. On parle donc d'analytique performance. Euh, Quelles difficultés tu as eu à amener ça et quelles ont été justement tes pratiques? Alors, tu en as donné quelques-unes, hein, parce qu'il se trouve que voilà, reconnaître, être au plus près, ça permet de faire passer des messages. Tu nous as donné un exemple, encore une fois, en préparation. Tu nous as parlé de quelqu'un qui est venu te parler du turnover et de trouver une solution. De manière sous-jacente, elle te disait qu'une bonne manière de retenir les gens, ça serait de mieux les payer. Et donc là, tu es allé vers de l'analytique pure et tu as objectivé les choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, c'est vrai que je suis aussi de formation financière, donc c'est vrai que l'analytique, pour moi, c'est important. Et c'est vrai que c'est comme ça que souvent, j'aborde un petit peu la résolution de problèmes et que j'encourage aussi mes collaborateurs à faire un peu de même. Effectivement, comme tu disais, je suis arrivée dans une structure qui était, voilà, qui après une période de forte croissance, arriver dans une dynamique où il fallait là plutôt se stabiliser. Et donc, l'enjeu finalement de la performance laisser place à un enjeu de pérennisation, de structuration des process et surtout voilà, de rentabilité. C'est avec la rentabilité qu'une entreprise dure. Mais derrière le mot rentabilité, c'est vrai que c'est pas un mot qui est facile à comprendre. Honnêtement, c'est pas un mot, parce que derrière le mot rentabilité, vous avez le mot, voilà, je sais pas, efficacité, productivité, baisse des salaires. Voilà, ça fait pas plaisir. C'est vrai, ça fait pas plaisir. Donc, il faut vraiment arriver à l'amener, expliquer d'abord pourquoi on a besoin de cette rentabilité. Donc, la dernière fois, par exemple, j'étais en réunion et puis je m'apprêtais à commencer à parler des ratios opérationnels qui étaient, voilà, qu'il fallait améliorer. Je me suis dit, non, 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 il faut pas que je commence comme ça. Donc, j'interpelle les gens dans l'assistance. Je lui dis, mais à votre avis, pourquoi une entreprise doit être rentable? Et là, tout de suite, le jeune homme qui avait, bon, qui est un financier aussi quelque part, hein, donc, mais bon, qui avait 25 ans, me dit, ben, on est rentable pour investir. Je dis, ben, exactement, on est rentable pour investir. Donc déjà là, on a le cadre. Donc maintenant qu'on sait pourquoi on doit être rentable, voilà, essayons de regarder maintenant les leviers de cette rentabilité. Donc effectivement, parfois j'ai des réunions avec les délégués du personnel et qui, quand je suis arrivée, me disent, oui. Voilà, là ça va pas, il y a beaucoup de turnover, les gens partent, etc. Donc voilà, il faut augmenter les salaires, effectivement. Et donc là, j'ai essayé vraiment, mais ça a pris du temps parce qu'en fait, c'est un discours qui revient souvent. Et j'ai vraiment essayé d'expliquer, et ça vraiment avec l'appui des RH, hein, vraiment, je remercie beaucoup là-dessus, vraiment, pour me donner vraiment les indicateurs, les outils, etc. Mais essayer d'expliquer les raisons des départs. Pourquoi, selon moi, les départs n'étaient pas liés à la rémunération, expliquer voilà, voilà, déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, essayer d'expliquer de manière très analytique, voilà, bon, vous avez des revenus, vous avez des charges qui augmentent. Si vous augmentez encore les salaires, voilà ce que ça va faire sur la bottom line, voilà ce que ça va faire sur les investissements. Bref. Et donc, mais ça, c'est des messages qui sont pas toujours très faciles. Donc, il faut les répéter. Et c'est exactement ça. Donc, ça commence, c'est les délégués du personnel, ce sont les managers, et voilà. Et le message, au fur et à mesure passe. Et je me rends compte, la dernière fois, j'ai discuté avec une directrice d'agence qui me dit ah, mais j'ai des départs chez moi.
Et je pensais qu'elle allait me dire, ah, il faut que la direction générale fasse quelque chose, on en a marre. Et elle m'a dit, oh, bah, écoute, moi, finalement, je me dis que si jamais j'ai des départs, bah, c'est peut-être pas plus mal parce que ça va me permettre de renouveler mes effectifs, ça va me permettre d'être plus efficace dans la conquête clientèle et ça va me permettre de générer finalement plus de chiffres, de fidéliser des jeunes alors que les vieux, c'est plus compliqué, ils veulent toujours partir. C'est plus... Enfin bref, et donc, en tout cas, elle avait elle-même, de façon, elle avait réussi vraiment voilà, j'avais vraiment, j'ai vraiment senti le switch. Et là, j'étais vraiment assez satisfaite parce que je me dis, voilà, un discours, ça fait 2 ans que je le passe, qu'on essaie d'expliquer. Et là, voilà le manager qui m'explique d'elle-même que, voilà, finalement, le turnover, faut pas voir toujours la bouteille à moitié vide, mais il faut aussi les aspects positifs. Donc voilà, donc vraiment, je dirais de beaucoup parler, beaucoup discuter, expliquer. Il y a pas de, il y a des choses qui c'est vrai que les messages, la notion de rentabilité, c'est compliqué. On va pas dire le contraire, mais ça s'explique. Et c'est pas parce que c'est compliqué il faut la mettre de côté. Il faut l'expliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà. Non, c'est génial. Tu vois ce que tu dis là, on a des commentaires et là on a notre CM qui interagit, mais on a une Blanche Biti notamment qui parle qui t'écoute parler et qui se rend compte, je pense, et on se rend tous compte alors la maîtrise de la langue, est-ce que c'est une condition nécessaire justement au développement du capital humain? Alors moi ce que j'interprète, c'est tu vois, on parlait de communication, de messages, de construction de messages, de répétition. Donc, il y a véritablement une conscience à prendre de comment les gens peuvent absorber un message, de comment le message doit être construit, avec quels mots. Et donc, c'est ça qui te permet, je pense, à un moment de dire, toi, ton hypothèse, c'est de dire, et ça, j'ai bien aimé ta phrase, il n'y a pas de sujet pour la direction générale et des sujets pour le reste. Il faut que les sujets puissent être partagés par l'ensemble. Pour autant, il y a une temporalité, il y a une fréquence, il y a des manières de dire les choses, il y a des mots à choisir. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que tu es devenue une super, alors tu l'étais peut-être, mais une super communicante de ce point de vue-là. Tu m'as même donné un exemple d'un mail ou d'une newsletter que tu envoyais et justement, tu as pris conscience qu'elle n'était pas forcément comprise ou lue et tu as un peu t'as changé, voilà, t'as pivoté sur ta newsletter. Tu peux nous raconter ça, ce qui s'est passé? En fait, bon, déjà un petit peu sur l'idée, chez Advance, on a vraiment aussi une culture, on essaie de garder au maximum la culture de la transparence. Je pense que c'est souvent très caractéristique, je dirais, des startups, sur des entreprises aussi qui ont des circuits de décision assez courts, une hiérarchie assez plate. Ouais. Mais c'est vrai que même si on a évolué avec beaucoup plus d'enjeux, on a essayé de garder vraiment cette culture-là. Et donc, chaque mois, on avait l'habitude effectivement d'envoyer un mail sur les résultats de l'entreprise, etc., qui était envoyé à tout le personnel. Et puis, quand je suis arrivée chez Advent, bon, j'ai continué, puis je me suis rendu compte que voilà, les gens ne le lisaient pas forcément, n'arrivaient pas forcément à faire le lien avec ce qui les concernait directement. On parlait de chiffres, on leur disait, voilà, c'est bien, c'est pas bien, vous avez fait ça. Enfin, on arrive. Donc, du coup, j'ai un petit peu changé la communication. Déjà, j'ai fait quelque chose qui est que j'ai responsabilisé déjà les managers. Puisqu'en fait, la communication, au lieu de l'adresser à tout le personnel, je l'ai adressée aux managers en disant aux managers, je vous passe le message et ensuite, c'est à vous d'être les ambassadeurs avec vos propres mots du message que j'ai envoyé. Donc déjà, je trouvais que c'était voilà, c'était une manière de les responsabiliser sur ces communications-là. En gros, si jamais tu penses que toi, ça t'a motivé, ça t'a intéressé, tu trouvais que c'était intéressant, ben c'est à toi de l'utiliser pour, de la même manière, motiver et intéresser tes collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'était surtout je dirais, d'essayer de personnaliser un peu plus les messages pour que les gens se reconnaissent. La performance d'une entreprise, ce sont des individus. Hein, et ce sont des individus qui, mis bout à bout, vont faire cette performance-là. C'est vrai que c'est souvent facile de mettre en avant une performance commerciale, mais vous avez derrière tous les services support, le marketing, la finance, qui travaillent pour faire cette réussite-là. Et donc, c'est important aussi de les mettre en avant. Et donc, du coup, j'ai vraiment essayé de personnaliser les réussites. Voilà, donc dans un mail, je vais dire, ben, telle personne a réussi à vendre X assurance ce mois-ci, telle personne a réussi
on a ouvert tant de comptes. Je cite les gens, je cite les agents, je cite des services en entier, Ouais. et pour que les gens se reconnaissent dans la performance de l'entreprise et voient vraiment, et même quand ça va pas, parfois ça va pas, je leur dis, donc les résultats sont pas bons, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce que telle personne a fait, etc. Et donc ça, je dirais que c'est assez utile parce que voilà, il y a cette reconnaissance, il y a cette personnalisation, il y a cette transparence aussi. Franchement, ça reste, mais elle est abordée peut-être un petit peu différemment, de manière un peu plus individualisée. Le message est un peu plus individualisé, le message est donc c'est peut-être un peu plus énergisant aussi. Je crois que c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Il est 16h45 déjà, Mariam, tu vois, et donc je voudrais qu'on puisse prendre quelques questions. Ce que je vois juste, c'est que notre hypothèse pour ce talk de Perfengo, c'est le people, premier asset de l'organisation. C'est la question à laquelle on essaye de répondre. Ce que toi, tu nous partages, Mariam, c'est des mots qu'on entend beaucoup, hein, responsabilité, développement de la responsabilité, c'est reconnaissance, c'est appropriation stratégique, c'est opportunité, c'est communication et transparence. Ce qui est génial, c'est que là, tu nous les as, les mots, ils ont émergé à travers des expériences extrêmement concrètes que tu nous as données. Donc, tu nous envoies quand même un message fort de, OK, si on pratique, si on cherche des moyens de vraiment faire émerger le sens de la responsabilité, le sens du partage stratégique, la reconnaissance, justement. Alors, évidemment, il y a toujours son pendant, hein, c'est-à-dire que j'imagine, on n'en a pas parlé, mais si la personne ne veut pas progresser ou si la personne résiste ou est hermétique à l'appropriation stratégique, du coup, ça se voit également. Si la personne à qui on donne l'opportunité d'exprimer ce qu'elle veut n'exprime pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle est, bon, forcément, c'est des indicateurs qui permettent aussi de travailler sur ces personnes-là. Oui. Donc, c'est une approche proactive et positive au sens où on veut développer l'organisation à travers le développement du staff et du people. Mais forcément, j'imagine, ce système fait que certains s'effacent ou certains se fragilisent dans le système. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est le risque, mais enfin, je pense qu'il faut, et je pense que c'est pour ça qu'il est important que chaque manager joue son rôle de manager. Et quand on devient manager, il y a ce rôle-là d'accompagner les gens qui sont plus fragiles, qui n'osent pas speak up, un peu comme diraient les anglophones, qui n'arrivent pas à connecter avec, parce que voilà, on fait tout ce qu'on peut, mais comme tu dis, il peut y avoir des choses qu'on rate. Et donc, c'est important vraiment d'avoir ton N-2 qui va pouvoir communiquer, qui va voir des choses que toi, tu ne vois pas, parce qu'il communique avec ses équipes au quotidien. Et ensuite, d'avoir les bons relais de communication pour remonter. D'où je reviens là-dessus sur l'importance de la représentation du personnel. C'est vrai, souvent on dit, mais les délégués du personnel, c'est les tracasseries, etc. Mais non, en fait, moi, je leur donne j'arrête pas de leur dire, je dis, mais c'est vous qui pouvez me dire, c'est vous qui devez me remonter les choses, c'est vous qui devez me dire ce qui va pas. Moi, je vois des choses qu'on ne veut pas, j'entends, etc. On évalue les personnels une fois par an, donc il va s'exprimer. On fait des enquêtes de satisfaction, donc il va s'exprimer, mais ça suffit pas. Et j'ai vraiment besoin que vous remontiez. Et donc, du coup, avoir vraiment des délégués du personnel qui sont légitimes, qui sont bien formés, c'est utile pour ça. Et ça permet si vous voulez aussi de rattraper certaines choses qu'on aurait manquées, certains gens qu'on aurait peut-être laissés de côté sans s'en rendre compte. Voilà. C'est bon. Alors, ton énergie, ton enthousiasme, si tu as des secrets à nous partager sur ta routine, tu nous dis, hein, parce que en tout cas, le niveau d'énergie que tu mets en place pour te connecter, écouter, solliciter, voilà, on sent bien que ce que tu veux pas, c'est le statut. Enfin, ce que tu veux pas. Tu luttes probablement contre le statu quo. Il n'y a pas de situation figée dans une organisation à partir du moment où justement elle repose sur l'évolution de son staff, sur l'état de son staff, sur les motivations de son staff. Et donc pour ça, il faut une grosse dose d'énergie. Donc tu fais du sport? Très peu. Tu as un bon sommeil? Oui, j'ai un bon sommeil. Bon, ouais, c'est un des deux. Il faut au moins un des deux. Top. D'accord. Alors, on a eu plein de commentaires. Je vois deux questions et surtout, je vois qu'on est très nombreux à participer. Donc, je remercie beaucoup toute la communauté Perfengo.
continuez à vous connecter sur nos réseaux. On va avoir plein de petites capsules qu'on va sortir de ce talk avec les mots forts et les pratiques saillantes que Mariam nous a partagées. On aura aussi le replay qui sortira dès demain, je pense. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous et posez vos questions. On a encore 10 belles minutes ensemble et donc c'est le bon moment. Alors, Mariam, si tu veux bien, je vais prendre parce que les gens posent des questions dans la discussion, c'est plus difficile. Mais j'ai Nidia Traoré. Bonjour Nidia. Donc, elle te demande quel impact ta réforme managérielle a eu sur les performances des collaborateurs et de l'entreprise en général. Donc, c'était un peu en fil rouge ce que tu nous as dit. Mais est-ce que tu as des moments peut-être comme ça, des moments importants dans ces 3 dernières années où tu t'es dit, ah ben tiens, ça j'avais prévu de le faire, de le mettre en place et je vois véritablement une transformation voilà, très claire. Il s'est passé quelque chose, j'ai le sentiment d'avoir transformé quelque chose dans mon organisation. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose? Merci Lydia pour la question. Je pense que pendant la crise Covid, quand j'ai mis en place un peu le système de communication, bon, j'étais persuadée que c'était nécessaire. Mais c'est vrai que pendant la crise Covid, j'ai fait, voilà, on parlait de newsletter. Je faisais une newsletter tous les mois que j'envoyais aux collaborateurs pour leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui se passait, pour les rassurer, pour leur dire etc., etc. Et vraiment cette communication. Alors je pouvais être loin, j'ai moins voyagé, je suis moins allée sur le terrain forcément. Mais j'ai vraiment senti que le maintien de cette communication avait eu un impact. En fait, ce que j'ai demandé aux ressources humaines, je leur ai dit, bon voilà, on est un peu loin des collaborateurs, j'aimerais qu'on appelle les 650 personnes une par une et qu'on leur demande comment ils vont. Et donc, on a fait ça. Et donc, ils sont 6 au RH. Ils se sont voilà, donnés voilà, pendant 3 semaines à appeler. Parce qu'à chaque fois, c'est des discussions de 30 minutes. Hein, voilà, on appelle les gens, comment tu vas, comment ça se passe. C'était vraiment en pleine restriction, là, comment tu vois les choses, etc. Et ensuite, ils m'ont ramené un fichier Excel avec toutes les commentaires, une personne par personne. Donc, on avait 650 lignes. Ensuite, on les a classifiés par catégorie, etc. Pour qu'ensuite, moi, je puisse répondre aux peurs, aux incertitudes, aux angoisses, à travers mes communications. Et vraiment, on a passé cette crise Covid, honnêtement, je pensais pas qu'on l'aurait aussi bien passé. Je pensais pas, même le conseil d'administration vraiment était étonné. On s'attendait, vous savez, dans la microfinance, on est vraiment sur une population de clients qui étaient forcément très touchés par le Covid et toutes les clients informels. Mais vraiment, on a réussi à répondre aux attentes des clients, répondre aux attentes des collaborateurs. Voilà, donc honnêtement, on a passé une belle année Covid. C'est bizarre de le dire, mais et je l'attribue voilà, en grande partie à cette communication qu'on a réussi à maintenir avec les collaborateurs. Donc, c'était moi avec les collaborateurs, mais c'est aussi des choses que chaque manager a réussi à maintenir la communication avec CN-1 et ainsi de suite. Et voilà. Et du coup, là, moi, ça m'a confortée dans ce besoin de communication et de lien permanent avec les collaborateurs. Extraordinaire réponse. Je pense que vraiment ça répond bien. C'est un contexte bien spécifique, une mesure que tu prends, mais qui évidemment qui tombe pas du ciel, qui est alignée avec toute cette démarche que tu nous as bien décrite de te connecter, de transmettre, de sensibiliser. Et là, tout d'un coup, ça prend tout son sens. Et du coup, les gens y adhèrent complètement, quoi. Hein. Donc, l'impact est là parce que les gens y adhèrent. C'est pas un dirigeant qui ne parle pas ou qui ne communique pas ou qui est dans sa tour d'ivoire et qui tout d'un coup va se mettre à vouloir demander l'état de santé de tout le monde. Il y a de la continuité et dans cette continuité, il y a un moment fort comme ça que tu identifies et que tu t'appropries pour créer beaucoup d'impact. Il y a Anne qui nous fait un commentaire, mais c'est ce que j'utilisais tout à l'heure, c'est comment tu fais pour tenir ta cadence. Même les DG sont des humains. Donc voilà, elle fait un smiley, donc elle reconnaît en tout cas l'énergie et la richesse de ce que tu nous partages. Et merci Anne. Je continue. Alors j'ai spectateur anonyme, donc je ne veux pas la citer. Quels sont vos critères? On n'a pas beaucoup parlé d'un recrutement. Est-ce que tu donnes ta chance à un débutant? Donc est-ce que de manière un peu globale aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'en mettant en place cette culture, j'imagine que Advance Côte d'Ivoire, quelqu'un qui vient sait aussi à quoi, entre guillemets, il s'expose, de la start-up à la PME qui cherche maintenant de la rentabilité. Voilà, comment est-ce que vous vivez
vos recrutements et comment est-ce que tu donnes, voilà, vous donnez la chance à des débutants aujourd'hui? Non, on le fait beaucoup, hein. En fait, le critère de… Alors, il y a deux choses. Il y a la plupart des recrutements, je dirais, sur les fonctions support sont des promotions internes. Ça, c'est un principe. Le principe, quand même, chez nous, c'est de faire grandir les collaborateurs, de les amener. Voilà, ils rentrent chez nous, ils ont 6 mois maximum, un stage de 6 mois, c'est tout ce qu'on te demande. Et D'accord? ensuite, tu passes un peu par les différentes étapes de l'entreprise, tu commences à charger de clientèle. Un exemple, aujourd'hui, notre responsable administratif et financier est un ancien chargé de clientèle, hein, qui est rentré chez Advance Côte d'Ivoire il y a 6 ans. Voilà, notre meilleur directeur d'agence aujourd'hui, un de nos meilleurs directeurs d'agence aujourd'hui est un ancien stagiaire PGDEC. Donc, vraiment, il y a vraiment cette notion de promotion interne. Maintenant, pour rentrer vraiment, notamment sur les fonctions commerciales, on se base, on demande, on fait passer un test de connaissances un petit peu en finance pour avoir quand même un background un peu financier ou alors ou en commercial pour le front office. Ensuite, voilà, on vous demande une petite expérience, 4 mois, 5 mois, 6 mois, enfin voilà, ça dépend. Et ensuite après, tout se base en fait sur la formation. Et on est vraiment extrêmement reconnu en tout cas sur la plage à Advance Côte d'Ivoire pour cette formation interne qu'on donne. Donc vous allez rentrer dans une période de formation, ensuite vous allez être coaché, vous allez être en binôme, voilà. Et ensuite voilà, le stage commence. Et c'est vrai qu'au début les gens disent ah mais j'ai un stage, pourquoi j'ai pas un CDD, etc. Mais je vais vous dire que voilà, 99% des gens qui travaillent aujourd'hui chez Advance Côte d'Ivoire en CDI sont rentrés par des stages. Donc vraiment, on donne la chance aux débutants. Alors, c'est vrai que du coup, on vous met un petit peu, on va mettre le stagiaire un petit peu, voilà, on va l'observer hein, pendant Ouais, toute la ouais. période de stage avant de le confirmer. Mhm. Mais en même temps, voilà, on leur donne leur chance et tout le reste, c'est de la formation technique. Et puis, au fur et à mesure des années, on rajoute des formations en soft skills, etc. pour les aider à grandir, quoi. Voilà. C'est très clair. C'est très clair. Et donc toujours de l'attention, toujours de l'accompagnement. Et donc, j'aime bien ce type d'observation. On l'a pas dit tout à l'heure, mais moi, je t'avais posé la question lorsque tu es arrivé à Advance. Tu viens de la finance, certes, mais c'est bien la microfinance, c'est quelque chose de très spécifique. Et donc, tu as dû apprendre ton métier d'une certaine manière. Et donc tu as eu quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois d'observation forte pour à la fois d'apprentissage pour toi-même et pour comprendre le système dans lequel tu rentrais. Donc, ça s'applique aux stagiaires et aux dirigeants de- de- Exactement. d'observer et de comprendre l'environnement Exactement. dans lequel ils rentrent. J'ai une question, alors vraiment, il nous reste quelques minutes, mais j'ai une question sur euh, comment tu réagis lorsque quelque chose que tu mets en place ne fonctionne pas, lorsque tu es mis en échec d'une certaine manière. Euh, voilà, est-ce que tu fais des options A, B, C? Est-ce que tu diffères les choses? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu voilà, qu'on ait un peu le sentiment on a senti que tu étais très proactif, que tu étais très stratégique, en même temps très connecté. Mais est-ce que, voilà, dans une situation d'échec, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelque chose de assez rapidement parce que les minutes sont. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoutez, oui, alors tout ne fonctionne pas. Voilà, le capital humain, c'est l'aléa, hein, je pense par définition. Donc tout ne fonctionne pas. Je pense que heureusement, quand ça fonctionne pas, j'essaie effectivement de savoir pourquoi ça n'a pas marché. On a eu par exemple, on a fait des réorganisations en agence sur certaines fonctions et au bout du bilan, c'est même, enfin ça n'a pas marché, les gens n'ont pas compris pourquoi. Donc, j'essaie de revenir en arrière, d'identifier, toujours de manière très analytique, hein, d'identifier les points qui n'ont pas fonctionné. Et puis, puis de nouveau, nouvelle ingénierie pour essayer de trouver une autre solution. Forcément, ça met du temps parce que voilà, quand on met un process, on veut changer un process, on veut changer une fiche de poste, on veut changer, ça prend 1 an. Parfois, on se dit, voilà, je vais pas revenir en arrière parce que ça va me reprendre encore 1 an, mais non, c'est pas grave. On s'est trompé, on voit que ça marche pas parce que le but, c'est quand même qu'il y ait plus de performance, il y ait plus de satisfaction, etc., personnel, etc. Ouais. Donc, quand ça marche pas, il faut faire machine arrière, identifier tous les points où on s'est trompé, puis recommencer, quoi. Vraiment, moi, vraiment, j'hésite pas. On fonctionne beaucoup en pilote aussi chez Advance Côte d'Ivoire, et puis beaucoup aussi
il n'y a jamais un projet où on ne va pas inclure vraiment tout le monde. Donc, c'est des comités de pilotage où, par exemple, vous lancez, je sais pas, on lance un nouveau produit, on va inclure une caissière, on va inclure une assistante ici, quelqu'un de la finance, pour que tout le monde nous donne son avis. Et parfois, je reviens en arrière et je me dis, ah mais tiens, mais en fait, ça n'a pas marché parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas écouté ce que telle personne avait dit dans telle réunion. C'est souvent des choses comme ça, mais voilà, il faut toujours se remettre en cause. Donc oui, il y a des échecs. Mais je pense qu'il faut se dire qu'on a le temps de recommencer. Je pense que c'est surtout ça. Souvent, on se dit, oh là là, c'est trop tard, j'avais une deadline, etc. Je devais générer tant de résultats cette année, je ne l'ai pas fait, ou sur cet objectif. Mais tant pis, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se dire qu'on est on est dans un process où on est en train de recommencer et qu'on voilà, on essaie le plan B et a priori, normalement, en capitalisant sur les erreurs précédentes, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Non, mais écoute, quelle meilleure manière pour conclure notre talk. Tu dis un des éléments que tu as donné là, c'est c'est souvent, c'est qu'on n'a pas suffisamment pris en compte ou écoute, on n'a pas su écouter tout le monde suffisamment ou de la même manière et parce que en fait voilà, les opportunités, les contraintes, les risques, tout ça est peut-être exprimé. Encore faut-il bien le faire en sorte que ce soit dit, mais surtout écouté et entendu. Donc, tu donnes une belle conclusion parce qu'au fond, c'est ça. Voilà, asset de l'organisation, le people, c'est créer les conditions autour. C'est pas un état de fait. C'est pas une idéologie. C'est pas une assertion comme ça. C'est créer les conditions pour cela. Je pense que c'est ce que tu nous as expliqué. Moi, j'ai découvert cela avec toi un petit peu lorsqu'on s'est parlé, mais surtout maintenant, et je te remercie beaucoup. Il est 17h01, ça fait 61 minutes que l'on a démarré. La promesse de Perfengo, c'est 60 minutes pour partager la vision avec une dirigeante, en l'occurrence avec toi aujourd'hui, Mariam Djibo. Moi, je suis très reconnaissant, c'était d'une richesse extraordinaire. Il y a plein de messages qui te remercient. Alors, je vois qu'il y a des gens de ton groupe notamment, et on parle de management rigoureux et de visage humain. On parle d'expériences ultra positives justement dans ta capacité à faire participer et à faire progresser. On te donnera tous ces messages. Les messages qui comportent des questions, on y répondra de la meilleure manière possible. Notre community manager a répondu en temps réel à un maximum de questions, en tout cas pour ouvrir les sujets. Et donc, de toute façon, j'envoie le message à tout le monde. En écoutant le replay, vous allez voir que je pense que vous aurez beaucoup de réponses et de points aux questions que vous vous êtes posées. Parce que, Mariam, tu as été extrêmement riche dans la manière de présenter ton action et ce qui te guide en tant que dirigeante pour faire grandir ton organisation en faisant grandir tous tes collaborateurs. C'est en tout cas le message que tu nous as fait passer. Donc, je te suis extrêmement reconnaissant. Merci beaucoup. On te souhaite évidemment de continuer à développer et à partager tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et on donne rendez-vous à notre communauté qui était très nombreuse aujourd'hui. Tu vois, là, on est en fin de talk. On est 86, il me semble, autour de ce talk. Donc, c'est génial de continuer à nous suivre, de revoir les replays et de rester connecté à Perfengo et au groupe Smart Metrics. Mariam, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à tous mes collaborateurs qui se sont connectés. Je ne serais pas là sans vous, donc merci. Et puis voilà, on continue à discuter dans cette belle communauté-là, échanger et voilà pour que tout le monde, voilà, enfin, on arrive tous à faire grandir nos collaborateurs, s'enrichir mutuellement. Je pense que c'est important. C'est pas une gestion facile, mais voilà, ensemble on va y arriver. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À la prochaine édition. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir, Mariam. Voilà, merci beaucoup à tous. Mariam nous a quittés, ça a été génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, merci pour vos messages. Ils sont tous là, on les a tous vus. On n'a pas pu répondre à tous les messages, mais on va les traiter. C'était trop top. Merci Blanche de nous faire ce retour. Il y a des clients là qui expriment aussi leur satisfaction. Il y avait effectivement plein de collaborateurs, je pense, qui ont été heureux d'entendre Mariam s'exprimer. Le visage de l'entreprise ne reflète pas la forte implication. Exactement, c'est super. Merci encore. Laissez vos messages, ça nous encourage.
Rejoignez-nous si vous ne l'avez pas fait sur les réseaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Perfengo, et venez vers nous si vous avez des questions, encore une fois, et nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine et rendez-vous à la prochaine édition. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip.